Bueno, ahora procedemos a un debate. Únicamente aclararos una cuestión. Este material que se está presentando aquí, estas transparencias, están todas archivadas en las memorias USB que se os entregaron a la entrada del Congreso, de forma que toda la información la lleváis con vosotros. Tengo aquí recogidas unas preguntas que llegaron por Internet, pero bueno, si hay alguna pregunta en la sala podemos empezar por las que se plantean aquí. Sí. Vamos a contestar ahí. ¿Tenemos el micrófono? Sí. ¿Se oye bien? Sí, sí. Si he entendido bien, en el caso de los 3 países, en Francia no me ha quedado muy claro, las empresas, además de recibir a los alumnos de la formación profesional para la realización de las prácticas... Domingo, mira a ver si tienes bien encendido el micro, porque no sé... Sí. No, comentaba que si yo había entendido bien, que en el caso de los 3 países, las empresas colaboran en la formación del alumnado mediante contratos de aprendizaje, no recibiendo fondos públicos, sino al contrario, colaborando en la financiación de esta formación. De la misma forma, las organizaciones sindicales participan en este tipo de formación solamente a nivel organizativo, nunca impartiendo dicha formación. Creo que ha sido así en los tres casos. En Francia no me ha quedado muy claro, pero creo que tampoco recibían ninguna de las 2 partes financiación pública. A mí me gustaría conocer la opinión de los 3 ponentes, si son tan amables, sobre el hecho de que en España, al contrario de lo que sucede en estos 3 países, las empresas, por un lado, no colaboran en la financiación del sistema y, por otro, las organizaciones sindicales reciben fondos públicos para impartir, fondos públicos, gran parte de los fondos públicos dedicados a la formación profesional los reciben las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales para impartir dicha formación. No ya la formación en la empresa, sino la formación teórica que en sus países se imparten en los centros de formación profesional. Gracias. Bon, je vais essayer de répondre. Alors, en France, la formation professionnelle est effectivement financée par les entreprises pour une part, mais elle est financée aussi par des fonds publics, puisqu'il y a de vastes programmes de formation mis en place par les régions, et il y a aussi de vastes programmes de formation mis en place par l'État via Pôle emploi. À l'heure actuelle en France, avec la crise, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, et il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont donc formés via des programmes financés par les régions et financés par l'État avec Pôle emploi. Pour ce qui concerne les formations des salariés, par contre, celles-ci, elles sont prises en compte par les cotisations obligatoires versées par les entreprises. Alors, c'est assez compliqué à expliquer le système de financement des salariés, de la formation des salariés, mais en 2 mots, selon la taille de l'entreprise, il y a des cotisations obligatoires qui sont variables et qui sont assises sur la masse salariale des entreprises. Alors, de mémoire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, la contribution obligatoire est de 1,6% de la masse salariale. Pour les entreprises en dessous de 50 salariés, depuis la loi de 2009, il y a 2 cas, le cas des entreprises de 1 à 9 salariés et le cas des entreprises de 10 à 49 salariés, avec des cotisations encore à partir de la masse salariale qui sont avec des pourcentages différents. Sur ce pourcentage, quand on regarde la réalité des chiffres, actuellement en France, la moyenne des cotisations des entreprises est à plus de 3,5% de leur masse salariale pour la formation de leurs salariés. La loi les oblige, je vous dis, à 1,6% pour certaines et un peu moins pour d'autres. Et la réalité, c'est qu'elles dépensent plus de 3% pour la formation professionnelle. Dans ces 3%,
dans cette cotisation obligatoire, il y a encore des subdivisions qui sont obligatoires également pour financer l'alternance, soit sous forme de contrat d'apprentissage, soit sous forme de contrat de professionnalisation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il y a des cotisations qui sont obligatoires pour financer ce que l'on appelle les congés individuels de formation, pour financer des reconversions donc, de salariés qui veulent changer de métier et qui donc peuvent avoir cet argent qui va leur payer leur formation au moment où ils vont partir de l'entreprise. Et ces cotisations sont donc perçues par des organismes qui vont gérer ces fonds, qui sont donc issus des entreprises. Et ensuite, je dirais que par rapport à la masse que ça représente, le marché de la formation professionnelle en France des salariés, en 2010, c'était près de 30 milliards d'euros. Mais là-dedans, il y a bien sûr les salaires et les charges des salariés qui sont en formation, parce que la formation professionnelle en France, elle se fait sur le temps de travail du salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire que il n'est plus sur son emploi pendant 10 jours, 15 jours, et il est en formation, mais il continue à percevoir son salaire. Et c'est donc ce qui fait que sur les 30 milliards à peu près de budget qui sont dévolus à la formation professionnelle, il y en a une dizaine de ces milliards qui sont effectivement des dépenses pédagogiques, qui vont être donc de l'achat de formation pour les salariés. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pregunta si contesto. Sí. Pardon. No. Sí, no, decía que yo tenía interés en conocer la opinión de los tres ponentes. Además, sería muy interesante compararla con la opinión de los ponentes de mañana, que son españoles, en el sentido de su opinión sobre el hecho de que gran parte de la financiación de la formación profesional, curiosamente recibida del Fondo Social Europeo, se desarrolla a través de programas de formación que desarrollan las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, que son los que imparten estos cursos de formación continua y formación ocupacional mayormente. ¿Me he explicado? Oui, je comprends. Alors, je ne vais pas porter un jugement sur ce qui se passe en Espagne. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, dans le financement de la formation professionnelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc cette contribution obligatoire. Je vous ai dit qu'il y avait une part qui était obligatoire pour financer les contrats de formation, les contrats de professionnels, mais il y a une part qui est mutualisée. Et cette mutualisation, elle va dans ce que l'on appelle, encore un sigle nouveau, OPCA, Organisme Paritaire Consultatif, paritaire, j'ai oublié le C, agréé. Et dans ces organismes, il y a effectivement une bigouvernance entre employeurs et syndicats. Et au même titre que ce qui se passe en Espagne, il y a d'énormes quantités d'argent qui sont co-gérées par ces OPCA et qui vont financer des programmes de formation, des branches professionnelles qui demandent. La branche professionnelle de la métallurgie demande par exemple des formations de régleurs, de machines-outils sur une région précise en France parce qu'il y a une création d'entreprise. Cet argent va être mutualisé et va servir à cette formation. Pourquoi? Parce que ces cotisations dont je vous parle de 1,6% obligatoire, 1,6% obligatoire sur une entreprise de 100 000 salariés, ça fait beaucoup plus d'argent que 1,6% obligatoire sur une entreprise de 50 salariés. Ce qui veut dire que si les entreprises n'avaient uniquement que l'argent qu'elles peuvent mettre à la formation professionnelle pour former leurs salariés, les petites entreprises ne pourraient jamais former leurs salariés. Elles n'auraient jamais l'argent nécessaire. Donc c'est les grosses qui payent pour les petites. Les grosses payant plus, la part mutualisée est plus grande
et on obtient comme ça des volumes financiers suffisants pour pouvoir former les personnels, quelles que soient les entreprises concernées. Mais pour répondre à votre question, ces fonds-là, effectivement, sont co-gérés et il y a un système, compliqué comme en France souvent, d'élections qui font qu'une année, c'est le collège des employeurs qui est le président et le vice-président, c'est un syndicat. L'année d'après, c'est l'inverse. Entre syndicats, il y a des bagarres pour pouvoir savoir qui est-ce qui va être majoritaire aux élections pour pouvoir être le président ou le vice-président. Mais tout le monde est représenté, tout le monde a sa part et tout le monde peut être autour de la table pour négocier la répartition des fonds. Voilà. J'ai expliqué avant le rôle des partenaires sociaux, je ne veux pas répéter ça, je veux juste une idée fondamentale qui me semble aussi essentielle. En Allemagne, en 1969, il y a eu la première loi sur la formation professionnelle et la participation des syndicats a été mise dans la loi. Et depuis ce temps-là, on parle d'une fonction, c'est ce que la formation professionnelle est publique. Avant, c'était surtout une affaire de l'économie, des employeurs. Maintenant, c'est une chose publique. Et ils participent aux différents niveaux que j'ai expliqués. Et je crois que c'est aussi une bonne chose parce que c'est un peu... c'est comme un compromis. On cherche la bonne formule et je crois que ça dure aussi un certain temps, mais à la fin, on a un bon résultat. En cuanto a la respuesta que podría dar Annette, ella se disculpa porque le está costando mucho trabajo entender nuestra estructura de formación profesional y le resulta complicado opinar sobre la... Había un turno de palabra allí, ¿le podéis? Allí tenemos un turno de palabra. Allí a la izquierda, sí. Buenas tardes. Dos cuestiones. Respecto a la competencia pedagógica, tendría interés en saber si se puede acreditar o adquirir esta competencia a través de la experiencia o es siempre necesario o se requiere que sea por la vía académica a través de un título o formación en pedagogía. Y en segundo lugar, quizás dirigido al ponente del modelo francés, habló de que la formación inicial derivaba en un título que se correspondía con una certificación profesional y mi pregunta sería ¿cómo se articula la continua y la inicial en el sentido de si a través de la continua se puede llegar a obtener una certificación profesional? Je réponds d'abord. Effectivement, la formation continue, c'est ce qu'a appelé mon collègue tout à l'heure, la formation tout au long de la vie. Le temps est fini où une qualification professionnelle, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur, quel que soit son niveau, est suffisante pour affronter tous les aléas d'une vie professionnelle. On le sait et on essaye de mettre en place des systèmes qui permettent de continuer, de reprendre une formation à quelques moments de la vie que l'on soit. Nous avons mis en place en France un système qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience, VAE. Ce système permet à quiconque qui a 3 années d'expérience professionnelle dans un champ professionnel donné de pouvoir faire valider ce qu'il a appris dans sa vie professionnelle. Et ainsi, moi je vois arriver au rectorat de Clermont-Ferrand, qui est un petit rectorat d'une petite région, beaucoup de gens qui ont des parcours de formation, de parcours de vie très atypiques, mais qui se retrouvent à 40 ans, à 45 ans, avoir envie de faire reconnaître par le grand ministère de l'Éducation nationale leurs compétences. Et cela, ils le font sans passer d'examen, simplement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas en décrivant très finement ce qu'ils font.
on a des accompagnateurs pour les aider à écrire j'allais dire une grossièreté, à écrire en langage éducation nationale leur réalité de vie, à écrire ce qu'ils font tous les jours en compétences, nos fameux mots compétences, savoir-faire, savoir-être. Tout ça, c'est des mots qui sont inconnus des gens. Donc on les aide à traduire en référentiel éducation nationale leur expérience de vie. Et ils obtiennent, avec un taux de réussite qu'on peut tout à fait comparer à celui qu'obtiennent les élèves en formation initiale, autour de 70-80%, du premier coup, leur diplôme, sans avoir à passer d'épreuves, sans avoir à subir des examens ponctuels ou des contrôles en cours de formation, que je vous ai décrit tout à l'heure, avec des épreuves EP ou E6 ou ce que vous voulez, simplement en racontant leur vie professionnelle et en la contextualisant pour pouvoir la traduire dans un référentiel de diplôme. Et ça, on peut le faire parce que nos référentiels sont décrits de façon univoque. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est-à-dire que tout est décrit et toutes les situations professionnelles sont envisagées pour pouvoir retrouver des vraies expériences à travers ces compétences décrites. Et comme cela, on peut faire le parallèle entre les parcours de vie professionnelle des gens et un diplôme. Alors, donc pour vous répondre, effectivement, ce système-là permet à quiconque de continuer et de reprendre sa vie professionnelle pour pouvoir soit se réorienter, soit progresser, passer d'un CAP à un baccalauréat professionnel, d'un baccalauréat professionnel à un brevet de technicien supérieur, voire même continuer à l'université pour pouvoir passer un master, un diplôme d'ingénieur. Alors je ne vais pas vous dire qu'on part d'un CAP de carreleur et qu'on finit ingénieur en informatique par la voie de la formation professionnelle, je n'ai pas d'exemple. Par contre, des gens qui sont devenus chefs d'entreprise, qui ont commencé avec un CAP, ça j'en connais de nombreux, qui ont, au fur et à mesure de leur vie professionnelle, continué leur cursus et ont pu acquérir, avec la formation professionnelle, avec l'alternance, des compétences nécessaires pour pouvoir progresser dans leur vie professionnelle. Je pense que l'expérience, évidemment, conduit à une compétence. Je dirais que la discussion sur l'alternance qu'on a actuellement montre le grand intérêt à l'expérience. Et comme j'ai exposé au début de ma présentation, c'est justement l'idée qui est derrière la formation professionnelle en Allemagne, c'est qu'on dit ce n'est pas seulement une compétence, une qualification sur un champ de travail, mais c'est beaucoup plus, c'est la personnalité qui est formée. On essaie de résoudre le problème, on essaie de devenir responsable. Et allié avec le côté théorique de l'école, je pense qu'on a un apprentissage complet. Et c'est aussi une base indispensable plus tard pour continuer à apprendre. Parce qu'évidemment, les choses changent. Et lorsque vous avez un jeune pendant 3 ou 3 ans et demi dans une entreprise, eh bien, il voit comment ça se développe, ce qu'il faut faire. Il s'identifie et il connaît aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que j'avais expliqué avant qu'il devait aussi connaître le processus du travail. C'est-à-dire que toute l'entreprise, lorsqu'il apprend quelque chose, il apprend aussi comment fonctionne l'entreprise. Il apprend aussi à vivre parmi les collègues. Il apprend aussi à se conduire devant un formateur, devant un responsable. C'est-à-dire qu'il apprend beaucoup de choses et ça, ce sont les compétences. Les compétences qui lui permettront plus tard justement de trouver sa place dans la vie sociale. Bueno, trato de responder a esta cuestión, si es posible de adquirir un título de pedagogía de FP a través de la validación de conocimientos o de la experiencia, ¿no? Esta era su pregunta, como lo entendía yo. Y en Suiza, hasta ahora, los procesos oficiales que tenemos para la validación de conocimientos adquiridos mediante vías no formales o también vía la experiencia se refieren a formaciones de la formación profesional inicial, pero es posible que en el futuro también sea posible la validación de conocimientos para un título de pedagogía. Pero por lo que yo sé, todavía no existe.
Pero también puede ser que a lo mejor haya un responsable o un formador en una empresa que no tenga un título. Eso sí. Tenemos allí pedido, allí. Gracias. Bueno, yo creo que el sistema suizo, en principio, posiblemente no es extrapolable a España. Primero, las finanzas, la situación económica de la que goza Suiza, gracias a todo el dinero, en fin, de todos los depredadores del mundo mundial, y de los fondos de las finanzas negras que van a parar allí y que le dan un saneamiento. Perdona sí, un poco. Un momento. No te quiero cortar, únicamente que hables más despacio porque le Vale, cuesta trabajo a bien. Annette seguir. Digo que las finanzas suizas están siempre muy bien saneadas, que no llevan el camino que lleva Europa, que va por su cuenta. Y claro, no creo que el éxito de la formación profesional suiza sea exclusivamente debido a la buena organización, que posiblemente también lo sea, sino también gracias a las finanzas saneadas de que goza ese país, por lo que he dicho. Vale, eso por un lado. Me parece muy, muy difícil que eso sea aplicable aquí a España con esta situación que tenemos, y también porque la empresa española mayoritariamente, el 80% o más, si no me equivoco, es pequeña y mediana empresa. Sí. Cuando vamos a las empresas, nos quedamos de piedra. Primero, la mayoría no cumplen la normativa, ni en seguridad, ni en salud, ni tal, ni cual. O sea, no quiero de verdad ponerlas realmente como nos las encontramos. Los empresarios no están preparados para llevar a cabo una función así. Esto va a ser muy, muy difícil aplicarlo a este país si mientras no fortalecemos y no enseñamos a nuestros empresarios, empresarias, que ahí no hay ninguna señora, por cierto, ni una, ahí arriba, ninguna, a funcionar de otra manera, a organizar los procesos mejor. Y eso... Sí. Eso tiene mucho que ver con que la FP tenga éxito, muchísimo. Vale, quisiera decir más cosas, pero bueno, vale, ya con eso. Creo que esto va a ser bastante difícil implantarlo aquí. Y luego, otra cosa, tenemos otros agentes sociales que son los sindicatos, que van por su cuenta, sin contar con nadie, que nadie los controla, que los cursos que dan y cursitos no sabe nadie quién los valida. Nada, absolutamente. Este país necesita una reorganización profesional en todas las reglas. Perdona que te interrumpa, los ponentes no son capaces de seguir tu pregunta. A ver, bueno, Annette en concreto no es capaz de contestarte porque no sabe cuál es la pregunta concreta que le acabas de... Vale, pues entonces sí. Bueno, en Suiza también tenemos... No, espérate, te explico la pregunta. Ella sí. dice que es muy difícil aplicar a España el modelo suizo porque la economía suiza es muy buena y no es el caso de la española. Esa es una pregunta. La segunda, que España tiene muchas pequeñas y medianas empresas. Sí. Bueno, cuando conteste Annette la segunda, aprovecho para enlazar con una pregunta del foro que viene un poco en la línea de tu segunda pregunta. En el foro precisamente preguntan pues algo de este estilo, ¿no? ¿Cómo es posible aplicar el modelo dual en una economía que no se basa en las grandes empresas, sino en empresas más pequeñas? O sea, que eso coincide y ya contestamos de paso para la pregunta del foro. ¿Y ahora voy a contestar? Sí, si quieres, sí. Sí, bueno, empiezo con el segundo punto. En Suiza también, bueno, 99% de las empresas en Suiza son empresas PYMEs, bueno, o sea, pequeñas y medianas empresas. Y luego, bueno, a lo mejor también tengo que completar un poco lo que había dicho antes. El sistema suizo tiene una tradición muy larga con esa colaboración entre los diferentes actores y claro, no se puede cambiar de un momento a otro un sistema entero, pero a lo mejor sí, depende
depende de muchísimas cosas, si es posible o no. Y a lo mejor, si uno se decide que uno quería introducir el sistema dual, uno tiene que empezar con un primer paso y luego a ver lo que es posible. O a intentar, si uno quiere introducir este sistema, a intentar a introducir elementos y ir paso por paso. Vamos a ver, esta pregunta en el foro la hacían extensible a los 3 ponentes. On me demandait par internet si... voilà, la question c'était comment pour les PME. Voilà. Alors, pour les petites... Enfin, en France, on a un tissu industriel aussi qui est composé à majorité de petites entreprises. Rien que dans ma région de l'Auvergne, 88% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc, là encore, une solution peut être de travailler avec l'argent que les entreprises versent dans ce que je vous ai appelé tout à l'heure, ces fameuses OPCA. Alors, j'ai retrouvé depuis ce que voulait dire le C, ça veut dire collecteur. Et donc, ces organismes paritaires collecteurs agréés ont été créés par les branches professionnelles. Il y en a actuellement 15 ou 17 collecteurs agréés qui collectent donc l'argent des entreprises par branche professionnelle. Et ce système de mutualisation permet de proposer de la formation continue à des salariés dans des entreprises qui n'auront pas les moyens de les former. Il y a quand même un problème qu'il reste, c'est le remplacement du salarié quand il part en formation. Et pour l'instant, nous, en France, sur ce hiatus-là, nous avons beaucoup de difficultés à faire en sorte que les salariés des très petites entreprises quittent leur entreprise pour venir se former en centre de formation, parce que, comme il y a très peu de salariés dans l'entreprise, le travail est réparti au plus juste et il n'y a pas de temps nécessaire disponible pour la formation. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire venir des formateurs dans les entreprises. Et dans les groupements d'établissements que je dirige sur l'Académie de Clermont-Ferrand, on a des volants de formateurs qui se déplacent et qui vont dans les entreprises pour une demi-journée, une journée, pour pouvoir apporter le savoir-faire nécessaire sur une nouvelle technologie, parce que l'entreprise vient d'acquérir un nouvel outil de travail qui nécessite une nouvelle programmation. Et donc on envoie ponctuellement un expert technique qui va venir vraiment sur le temps de travail, en même temps que le salarié, le même jour, sur une production qui ne sera pas différente des autres jours. Le formateur va faire en sorte d'expliquer le différentiel qui existe entre le savoir que le salarié possédait et celui qui va être nécessaire pour tenir son emploi à partir du moment où il y aura un nouvel équipement. Donc c'est la solution que nous avons pour l'instant. Elle n'est pas satisfaisante parce que, bien entendu, elle est très inégalitaire. Et moi, je vous dis, le ministère de l'Éducation nationale est très attaché à l'égalité de traitement de tout le monde. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est la seule façon que l'on a, parce que on n'a pas réussi à organiser des systèmes de formation vraiment en inter-entreprise, et donc on déplace le formateur à l'intérieur des entreprises. Mais le financement, par contre, ça, il est trouvé avec les organismes paritaires collecteurs agréés. En Allemagne, évidemment aussi, pour les petites entreprises, c'est pas toujours facile de former un jeune complètement. Et on a organisé de différentes choses. J'ai déjà parlé avant dans ma présentation des centres de formation inter-entreprise. Ce sont des centres qui sont subventionnés par l'État. Et dans notre institut, on a un département spécial pour ce genre de centre de formation qui justement soutiennent les petites entreprises à faire de la formation. Un autre modèle qui n'est pas très grand, mais enfin ça commence à se développer, c'est que plusieurs petites entreprises se mettent ensemble
et décide de former les jeunes. Et les jeunes passent d'une entreprise à l'autre, comme ça ils apprennent à connaître plusieurs entreprises, et une entreprise est responsable d'organiser ce ça. Un autre modèle, s'il n'y a pas une entreprise qui est responsable, eh ben, un centre de formation devient responsable et organise le partage de la formation. C'est-à-dire qu'il y a donc plusieurs modèles pour soutenir et ainsi permettre aussi aux petites entreprises de faire de la formation. Tenemos aquí un turno de palabra. Hola, buenas tardes. A lo largo del discurso hay alguna cuestión, y yo creo que en el debate ha salido, ha aparecido esta cuestión, y es que en una parte del discurso que habéis hecho, quizá en la parte suiza, yo por lo menos lo he entendido mejor, la diferencia entre formación inicial, formación continua y formación a lo largo de la vida, en el modelo de formación que habéis explicado. Entiendo que es un problema de tiempo y que no se puede explicar todo, por tanto no creo que eso sea ningún problema. Pero sí creo que se tienen algunas confusiones. Y quisiera hacer tres preguntas muy concretas, una para cada uno, en torno a algunas de las cosas, dudas que me han quedado en la cuestión que habéis planteado. En el caso de Suiza, sí que podría valer para los tres, pero como ella lo ha explicitado, sí que me gustaría hacerlo notar. Ella ha comentado que los alumnos que van a este modelo eran alumnos que solo tenían secundaria 1 y no habían accedido a secundaria 2. También he querido entender que los alumnos que iban al bachillerato académico de alguna manera eran aquellos que tenían un nivel superior y los otros iban hacia una especie de bachillerato tecnológico, bachillerato profesional. Y es una primera pregunta que lanzo en este sentido. ¿Estamos entendiendo o debemos entender entonces que el sistema dual es una forma de resolver problemas de fracaso escolar más que un problema de inserción profesional? Primera pregunta. Y al hilo de esto, y la pregunta sería para el representante alemán, en el último informe de la Unión Europea sobre formación profesional y en referencia a la dual, en el que se hace una defensa de modelos de alternancia y de inserción profesional a través de los modelos de alternancia que habéis estado hablando, sí que se hacía una curiosa alusión al modelo alemán precisamente, y era la siguiente, y era que efectivamente los niveles de desempleo hasta los 24 años eran muy bajos en Alemania. Sin embargo, el salto de los 24 a los 25 se triplicaba el número de desempleados. Y parece ser que había una queja por parte de los sindicatos alemanes en el sentido de que hay una relación directa entre la viabilidad de la contratación y el nivel de renta del contrato, y una vez superada esa fase, cuando se exigía un nivel de renta superior, los empresarios eran más reacios a contratar. Y también había una queja por parte de los empresarios en el sentido de que la formación dual que recibían era una formación con un nivel de capacitación bajo que no formaba a los alumnos para la polivalencia y, por tanto, para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos que están sucediendo en los tiempos actuales. Y que, en este caso, me parece ser que el gobierno alemán se estaba planteando una reforma, una modificación de los estudios de la dual. Pregunta que lanzo, por si se puede contestar por la parte alemana. Y en el caso de Francia, básicamente he entendido que no se ha hablado de un sistema, un modelo de formación en la alternancia en distintos niveles educativos. Creo que es eso lo que he entendido. Y he entendido también que se hacía un reparto entre el tiempo que se realizaba en el aula y el tiempo que se realizaba en la empresa. Quiero preguntar si estamos hablando de la división entre contenidos teóricos y contenidos prácticos, porque ese modelo ya lo hemos tenido aquí, la experiencia no fue buena y por eso hubo que hacer una reforma de la formación profesional, que ahora habrá que retocar o que habrá que revisar, es un poco lo que se está planteando aquí. Pero ese modelo, de alguna manera, ya vimos cuáles eran sus límites. Me gustaría preguntar en este caso cómo se relacionan ambos ámbitos, es decir, cómo se convierten esas cuestiones teóricas, por un lado, digamos que en el aula le vamos a enseñar matemáticas, y lo que le enseñamos en la empresa, que se supone que es lo más manual, pero estamos hablando de que lo tenemos que traducir a capacidades, a competencias. ¿Cómo hacemos ese trasvase de esa división entre teórico y práctico para convertirlo en competencias? Es decir, en que una persona sea capaz no solo de manejar una herramienta, sino de ser
autónomo, de tomar decisiones por sí mismo, etcétera. Gracias. Si el sistema dual es una forma de resolver el fracaso escolar en Suiza, resumiendo. Bueno, es que la pregunta era un poco larga, un poco amplia y a Annette le está costando un poco contestarte la pregunta. Entonces yo le estaba centrando un poco, si te parece bien, en que contestara al grueso de la pregunta, que yo entiendo que era que si el sistema dual suizo es una forma de resolver el fracaso escolar. ¿Vale? No. Para eso tenemos en Suiza ¿cómo vas a resolver? Sí, bueno, para resolver el fracaso escolar tenemos actividades, actividades contra el abandono de formación, y ahí hay varias medidas. Por ejemplo, la mentoría. Son programas de mentoría que completan la orientación profesional de los jóvenes durante la enseñanza obligatoria, y mentores soportan a los jóvenes en la fase de la orientación profesional y en la búsqueda de un puesto de aprendizaje. O también existen los cursos puentes. Los cursos puentes son para jóvenes que por razones sociales o escolares, al terminar con la escuela obligatoria, todavía no han encontrado una oportunidad para seguir con la formación del nivel secundario 2. Y los cursos puentes sirven para solucionar problemas escolares como problemas de lengua o de matemáticas. Además, ofrecen orientación profesional y soportan la integración en la formación postobligatoria. Y en el año 2009, 10% de los jóvenes saliendo de la enseñanza obligatoria se decidieron para un curso puente. Y además hay la formación profesional de 2 años, eso lo he comentado un poco antes en mi presentación. Y también hay una otra medida que se llama manejo de caso, que nosotros la llamamos case management. Y el objetivo de esta medida es la integración de jóvenes con múltiples problemas en la formación profesional. Y se trata de coordinar programas, instituciones y varias cosas, y de sintonizar todo con las necesidades de los individuos. Y además hay que decir que en la Constitución suiza hay un artículo que dice que la formación profesional tiene o tendrá que tener el mismo valor como la formación de cultura general, y que tiene el mismo valor pero es diferente pero del mismo valor. Esa es mi respuesta. Philippe? Oui. Si j'ai bien compris votre question, vous disiez que les 9% que j'ai cités comme taux de chômage, qui est évidemment faible, ça ne relève pas toujours, ça n'a toujours pas été comme ça. Mais c'est vrai. En 2009, par exemple, je crois qu'il était à 11%, maintenant on est à 9%. Et c'est vrai aussi que tout n'est pas très bon, c'est sûr. Il n'y a pas de système extraordinaire. Mais je pense quand même que le système est un facteur majeur pour la compétitivité des entreprises allemandes. Et le problème, c'est toujours aussi un problème des statistiques. Le problème, c'est ce que j'ai aussi mentionné, c'est le système de transition. Et c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage. Lorsqu'ils sont dans le système de transition, donc qu'ils suivent une mesure, eh bien, ils ne sont plus dans la statistique. Et on peut voir les choses d'une manière différente, c'est sûr. Mais ça, c'est le problème avec les statistiques en général. Et en plus, il y a le problème qu'il n'y a pas assez de jeunes qui débouchent sur une place d'apprentissage après avoir suivi une mesure comme ça. Et je crois qu'actuellement, beaucoup plus de responsables sont conscients de ce problème
Et il ne suffit pas d'être conscient, mais il faut aussi réaliser que maintenant, à cause du défi démographique, eh bien, il faut regarder ce groupe. Et tout le monde a compris qu'il faut faire quelque chose, mieux les qualifier, c'est-à-dire aussi mieux former les formateurs, avoir plus de possibilités, plus de soutien. Et je crois qu'on en a compris, et je vous ai aussi dit que dans les dernières années, le gros groupe qui comprenait 400 000 jeunes a descendu jusqu'à 320 000. Hein? D'accord? Ok. Alors, d'abord, je voudrais effectivement bien reposer le problème, à savoir, pour nous, formation initiale et formation continue sont les deux facettes d'un même continuum, et qu'on ne peut plus penser qu'un jeune qui sort avec une qualification professionnelle à la fin de sa formation initiale, il sera armé pour toute sa vie professionnelle. Donc il faut qu'on ait un système en parallèle qui lui permette de revenir en formation sous quelque statut que ce soit, ça c'est pas important, mais qu'il puisse retrouver des centres de formation qui lui permettent de refaire une formation, de se réorienter, d'acquérir d'autres compétences. Donc formation, il faut pas opposer la formation initiale et la formation continue. Ce sont les deux mêmes faces, les deux faces de la même médaille. Et il faut qu'elles aillent de pair toutes les deux pour qu'on puisse assurer la meilleure employabilité des gens. Ensuite, une question qui m'a beaucoup intéressé, c'était sur la transformation de la théorie, comment peuvent faire les équipes pédagogiques pour travailler sur les transmissions de savoir théorique et quelle va être cette utilisation dans l'entreprise. C'est effectivement le cœur de l'alternance. Il faut absolument, dans l'alternance, alors là ça dépasse un peu les propos d'aujourd'hui, mais en tant que formateur, c'est une bonne question. C'est vrai que si on oppose là encore le savoir pratique et le savoir théorique, on a tout faux. Il faut donner du sens. Ce que cherchent les jeunes, c'est du sens. Pourquoi j'apprends des mathématiques alors que je vais être carreleur? Eh bien, pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de calculer la matière d'heure dont je vais avoir besoin pour carreler une pièce, si je ne sais pas faire une surface, si je ne sais pas faire une division, je serai incapable d'être un bon carreleur. S'il faut que mon patron vienne tous les matins pour m'amener la palette avec le nombre de carreaux exact et que sans lui je sois incapable d'être autonome, jamais je serai gardé dans l'entreprise, jamais je ne serai employé. Quand j'aurai fini mon stage, il me mettra dehors, il en cherchera un plus dégourdi que moi. Donc il faut qu'on ait cette conscience. Il faut bien que l'on puisse faire en sorte que les savoirs théoriques acquis en centre de formation soient utilisables et transférables dans l'entreprise. Et pour cela, il faut s'appuyer effectivement sur des situations professionnelles réelles dans l'entreprise. Il faut que les équipes pédagogiques de formateurs, de centres de formation aillent dans les entreprises, aillent voir réellement quels sont les besoins théoriques, quels sont les savoirs qui sont cachés derrière les compétences et derrière les savoir-faire. Il est complètement illusoire de croire qu'un professionnel ne fait marcher que ses mains. C'est fini cela. Il n'y a pas un seul métier qui n'utilise pas des outils de mesure, des outils de contrôle, des outils de traçabilité de la qualité. Donc il faut absolument apprendre aux élèves que ce qu'ils apprennent en centre de formation va être utilisé dans l'entreprise et s'assurer que dans l'entreprise, on va être réceptif à cela et qu'on ne va pas surtout leur dire « ça ne sert à rien ce que tu as appris en centre de formation, moi je vais t'apprendre la vérité ». Je me souviens quand j'étais jeune professeur de mathématiques, ça remonte à un certain nombre d'années, j'apprenais aux élèves le théorème de Pythagore. C'était des salariés d'une entreprise de bâtiment de Clermont-Ferrand. Je leur apprenais le théorème de Pythagore. Ils me regardaient, ils me disaient « qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Qui c'est ce Pythagore ?» Et puis il y en a un qui me dit « monsieur, votre truc là, nous dans le chantier, on fait un triangle 1, 2, 3 ou 3, 4, 5 et ça fait un angle droit. » Et là, j'ai appris que, effectivement, j'ai constaté que ce savoir expérimentiel, donc de faire 3 pas d'un côté, 4 pas de l'autre avec une diagonale qui faisait 5 mètres, eh ben, c'était justement le théorème de Pythagore. Et le jour où je leur ai mis derrière ce fameux concept de 3, 4, 5, le mot Pythagore,
ils avaient compris ce que c'était le théorème de Pythagore, et ils pouvaient effectivement tracer un angle droit sans avoir besoin de moi non plus. Voilà. Donc ce qu'il faut effectivement dans l'enseignement, et dans l'enseignement dual encore plus qu'ailleurs, c'est donner du sens et faire en sorte que les savoirs scientifiques ne soient pas dans un cadre magnifique et qui ne servent à rien, mais qui soient toujours utilisés. Dans la vie professionnelle, on utilise une quantité d'outils mathématiques sans s'en rendre compte, ne serait-ce que les règles de proportionnalité, par exemple, quand on veut calculer une vitesse de rotation sur une machine. Ça ne se fait pas comme ça se fait en fonction du diamètre de forêt, de la dureté du métal qu'on veut percer, etc., etc. Donc tous ces paramètres-là, si le professeur de mathématiques a été assez intelligent pour expliquer ce que c'était et à quoi ça pouvait servir, le stagiaire ou l'élève, il fera le transfert. S'il y a le tuteur qui va lui expliquer, effectivement, lui aussi, la même chose. Il ne faut pas opposer les gens, il faut essayer de les faire travailler ensemble. Ce n'est pas le plus facile. Tenemos aquí otro turno de palabra. Brevemente. Aquí en España tenemos un problema importante en cuanto a los alumnos que eligen la formación profesional. Tenemos justamente una pirámide invertida en cuanto a los que eligen la vía académica y los que eligen la vía profesional. Sobre todo relacionado con las mujeres que eligen la formación profesional, que es una mínima parte. Y me daba envidia el dato de un 42%, creo recordar, de mujeres que elegían la formación profesional en Suiza, creo recordar. En ese sentido, me parece que Francia tiene un problema semejante al español, quizá no tan agudo, pero semejante. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Se han planteado que responda esto a la base socioeconómica de la sociedad española, en definitiva, de las sociedades del sur, católicas, digamos, no necesariamente practicantes, pero de base de tradición católica, donde se prefieren los que llamamos aquí trabajos de cuello blanco, frente al trabajo manual desarrollado con insistencia y con gran profesionalidad por parte de las sociedades protestantes y mucho más por la sociedad calvinista suiza. ¿Esto va dirigido a alguien ¿Entendiste? Sí, a los tres. À nous deux. À nous deux ou quoi? Tu commences? Je commence. Je vais lui demander s'il peut être un petit peu plus bref, parce que sinon... Je pense qu'il y a une bonne chose dans ce que vous avez dit. C'est surtout aussi une question de mentalité. Mais aussi en Allemagne, beaucoup de choses ont évolué. Le fait que plus de femmes maintenant vont travailler, et ça produit d'autres conflits évidemment, comment allier la vie à la maison avec les enfants et la vie professionnelle. Et je pense que les choses évoluent beaucoup. Et on a aussi remarqué que beaucoup de femmes commencent à s'intéresser aussi pour des professions qui ont été favorisées par les hommes. Et ça évolue lentement. Et je crois que c'est nécessaire et c'est une bonne chose qu'on fait ça. Et je pense qu'une institution comme, on appelle ça Girl Day en Allemagne, une fois, je crois, en avril tous les ans, eh bien, les entreprises ouvrent leur formation pour faire connaître aux plus jeunes filles, quelles sont les possibilités de prendre une profession. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire quelque chose pour la reconnaissance, et c'est sûrement aussi une mentalité qui commence tout doucement à évoluer. Il faut être aussi patient, mais aussi ouvrir des possibilités, mieux faire connaître. Okay. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, pour ce qui est effectivement en France, le problème des formations professionnelles pour les jeunes filles, c'est vrai que nous avons un vrai problème nous aussi, puisque très peu de jeunes filles s'orientent vers des formations industrielles, mais continuent à s'orienter massivement sur des formations sur tout ce qui est esthétique, coiffure, etc., ou tertiaire.
Donc ça, c'est un problème que nous essayons de régler par une meilleure connaissance des métiers, mais donc par un changement des représentations, encore une fois, que se font leurs parents des métiers dits de l'industrie. Je sais par expérience également que certains employeurs sont tout à fait prêts dans le bâtiment à employer des jeunes filles, parce qu'ils ont vu, grâce à ces formations en alternance, même s'ils étaient un peu réticents au départ, que les filles étaient par exemple beaucoup plus habiles que les garçons et beaucoup plus disciplinées, et qu'elles pouvaient par exemple dans les travaux de peinture ou des travaux donc de revêtement muraux, où il n'y a pas besoin de force musculaire maintenant pour faire quoi que ce soit, puisque tout est plus ou moins mécanisé et aidé, donc c'est simplement après de l'habileté manuelle et de la conscience professionnelle, et donc ils se sont rendus compte qu'elles étaient tout à fait employables et tout à fait pertinentes et compétentes. Donc si on arrive à changer la représentation que les filles peuvent avoir de ces métiers manuels, on aura fait un bon pas en avant. Le souci par contre, et c'est le même souci qu'en Espagne, c'est que chez nous aussi en France, de façon globale à ce moment-là, garçons et filles ne sont pas du tout attirés par les métiers industriels. Et nous avons un déficit très important d'emploi parce que nous ne trouvons pas des compétences requises pour pouvoir travailler dans des entreprises de la région. En Auvergne, chez moi, nous avons des grandes entreprises qui attendent, et je ne sais pas combien de temps elles vont encore attendre avant de se délocaliser, mais elles attendent des compétences de jeunes capables de conduire des machines-outils, des fraiseuses, des tours, des conduites de lignes automatisées, des emplois qui sont tout à fait codifiés. Nous avons des référentiels parfaitement calés à la profession. C'est pas un souci de formation, c'est un souci en amont. Il y a une méconnaissance très importante de ces métiers. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réglementation a évolué là aussi. On a obligé maintenant tous les élèves de 3e à faire au moins une semaine de séquence en entreprise pour qu'on casse ce mythe que l'entreprise c'est quelque chose de dangereux, qu'il vaut mieux rester effectivement, comme vous dites, avec le col blanc, et qu'il vaut mieux avoir un emploi dans un bureau ou derrière un bureau effectivement que derrière une machine-outil. Donc on essaye, mais on a là un grand problème effectivement de représentation de ces métiers, qui ont fait de leur part un effort et en rémunération et en conditions de travail. Quand on voit maintenant les entreprises du bâtiment, on n'est plus à 5 heures du matin sur le chantier, on a des horaires tout à fait corrects, là aussi il n'y a pas la force manuelle a complètement disparu, tout est automatisé au maximum, il y a vraiment c'est accessible et aux garçons et aux filles, mais encore une fois, il faut avoir encore changé les mentalités et la représentation. Bueno, vamos a ver, tenemos bastantes preguntas, vamos a intentar ser un poco más breves porque no sé, se nos está alargando. Tenemos un turno de pregunta aquí dado y tenemos unas cuantas de internet, pero hay una que me parece que sería muy importante contestar, que me parece que tiene mucha relevancia para nuestra reflexión, y yo creo que con eso ya cerramos. Nos preguntan que cuáles son las ventajas, nos preguntan en internet cuáles son las ventajas que ofrece un sistema de formación dual para las empresas, porque bueno, se insiste en los 3 modelos que la empresa es una parte muy importante que descansa en gran medida en la aportación, el esfuerzo y la aportación económica de la empresa, y se preguntan qué saca la empresa a cambio. Sí. Pour moi, il est clair que l'entreprise, avec des formations en alternance, va avoir le temps pendant les 2 ans ou 3 ans que dure une formation en apprentissage, par exemple, pour obtenir un baccalauréat professionnel, ou les 2 ans que dure une formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, l'entreprise a tout le temps de tester, de voir le jeune, ses évolutions, comment il se comporte, et effectivement, le taux d'insertion, je vous l'ai dit tout à l'heure, même quelle que soit l'issue du résultat scolaire de l'apprenant ou de l'apprenti,
le taux d'insertion professionnelle est manifestement très important et beaucoup plus important que par un parcours de formation classique. Donc pour moi, l'entreprise, elle y trouve son compte dans le fait qu'elle peut vraiment avoir un jeune à sa main et s'occuper de lui et de vérifier, de voir sur la durée quel va être son comportement. Elle ne sera pas surprise comme sur un temps d'embauche où vous avez les 2 ou 3 mois de contrat qui sont faits à chaque fois. Là, quand elle a vu le jeune pendant 2 ans, elle sait ce qu'il vaut et si elle doit l'employer, elle le fera en toute connaissance de cause. Eh bien, je répondrai aussi un peu de la même manière. Du fait que les jeunes sont pendant 3 ans et demi dans une entreprise. Eh bien, dans la 3e année, ils peuvent déjà contribuer à la productivité, presque comme un travailleur qualifié. C'est-à-dire, c'est déjà intéressant pour l'entreprise. Ça, c'est plutôt direct. Mais il économise aussi des frais. Je dirais que l'entreprise connaît l'apprenti, connaît ses compétences. Il sait que l'apprenti a une identification avec l'entreprise. Et il sait aussi que l'apprenti connaît l'apprentise. C'est-à-dire qu'il fait des frais, il économise des frais d'une autre manière. Lorsqu'il veut expandre, il cherche des travailleurs qualifiés. Ça, il y a des frais. Les frais d'annonce, par exemple, ou les frais d'entretien d'embauche, ou les frais d'initier le nouveau travailleur à l'entreprise. Et lorsqu'il prend le jeune, toutes ces choses tombent. Et c'est là qu'il économise beaucoup de frais. Et je pense qu'aussi, c'est très important, il minimise l'erreur. C'est-à-dire que lorsqu'il embauche quelqu'un qu'il ne connaît pas, il peut évidemment faire une erreur. Tandis que lorsqu'il embauche le jeune, qu'il la connaît depuis 3 ans et demi, eh bien, il sait ce qu'il a. Et je pense que toutes ces considérations sont importantes de la perspective des entreprises. Pourquoi c'est bon, c'est positif de s'engager dans la formation. Bueno, y cerramos con, y por favor, que no entremos en un debate muy grande, estamos ya un poco pasados de tiempo. No, hay un turno dado, vamos a rápidamente cortar con ese turno. Allí. Y ya después de este turno, Próspero Merán, especialista que creo que he conocido de la mayoría de vosotros, pasará a hacer un resumen como relator del contenido de la jornada de hoy. Bien, yo quería hacer unas reflexiones, voy a hacerlas muy rápido y luego relacionarlas con 2 preguntas de respuesta muy breve, ¿no? Relacionado con la formación profesional, que es lo que nos ocupa, y con otros temas también. En España a veces somos un poco, nos gusta entretenernos en hacernos muchas preguntas y luego no interesarnos por las respuestas, ¿no? Uno de los problemas que tenemos importante es el abandono escolar, ¿no? El fracaso escolar, todo el mundo lo sabe. Es muy fácil, ¿no? Preguntamos, bueno, ¿y por qué los alumnos abandonan el sistema? Pues porque se aburren, porque no les interesa. Yo calculo que un gran número de alumnos ahora mismo se pasa de media 2 años en los institutos un poco deambulando sin saber muy bien lo que hace, ¿no? Luego hablamos de la inversión entre la pirámide de formación y la pirámide de ocupación, ¿no? Y antes comentábamos que las mujeres, que los alumnos, los chicos en general, no acuden mucho a la FP y que las mujeres pues también lo hacen incluso en menor medida, ¿no? Bueno, la pregunta también es muy fácil. Bueno, si no están en la FP, ¿dónde están? Bueno, está muy claro, están todos en la universidad. Hemos creado una macrouniversidad que se lleva a todos los alumnos, ¿no? Y las mujeres no están en la FP. ¿Por qué no están? Porque están en la universidad, porque hay cantidad de facultades que les ponen todas las facilidades para que lleguen allí, pero que luego no van a responder a la expectativa de empleo, lógicamente, que va a tener esa persona, ¿no? Entonces, yo ahora quiero hacerles 2 preguntas muy concretas a cada uno de los 3. ¿A qué edad tienen que empezar a tomar decisiones los alumnos en sus respectivos países? Si no de una forma definitiva en elegir un sistema de FP o de bachiller, sí en el sentido de tener que elegir ya unas vías, unas optatividades que les orienten en uno y en otro sentido, ¿no? Eso es una pregunta. Y luego la otra es, yo pienso que una de las formas de atajar el sistema, el gran problema que tenemos ahora de abandono, aparte de que el alumno tenga que decidir antes e involucrarse en unas vías y en unas materias que le interesen más, pienso que también la formación dual puede ser una forma de que el alumno, al ligarse al medio de trabajo, eso sea un incentivo, sea, vamos a ponerlo así,
decirlo de una manera un poco simple, tenerlo un poquitín cogido, tenerlo un poquitín pillado en el sistema para que se vaya, digamos, involucrando más en su formación. Y luego una reflexión final. Se preguntaba antes si en España se puede implantar un sistema como este. ¿Se puede? Yo digo que por supuesto, sí se puede, pero claro, exige una cosa, ¿no? Exige que las empresas en algún momento se den cuenta de que nuestros alumnos no son algo ajenas a ellas. Nuestros alumnos no es que sean solo nuestros alumnos. Algún día se darán cuenta de que nuestros alumnos son sus futuros trabajadores. El día que se den cuenta de que nuestros alumnos son sus futuros trabajadores y de que ellos pueden tener una influencia en su formación, yo creo que su mentalidad cambiará totalmente, ¿no? Nada más, gracias. ¿Contestas? Bueno, la primera pregunta la entendí, pero la segunda... Pues vamos a contestar a la primera, yo creo, porque la segunda era más una reflexión en alto, entiendo, ¿no? La segunda era que entiendo más una reflexión en alto que una pregunta. Bueno, sí. Bueno, es que estamos ya un poco pasado tiempo, contestaremos a la pregunta y lamentablemente tendremos que dar por finalizado el acto después del relato que nos haga Prosper Mora. Une minute. Venga. Okay. La question d'orientation est vraiment très très importante, vous avez complètement raison. Et en Allemagne, il y a un dialogue entre les agences d'emploi et les écoles, à la 10e classe, plus tard 12e et 13e classe aussi. Et les jeunes sont invités à prendre des stages dans les entreprises pour pouvoir connaître qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et plusieurs entreprises aussi cherchent le dialogue avec les jeunes, c'est-à-dire qu'ils présentent et ils essayent de les persuader de venir. Ça, c'est très tôt déjà. Et maintenant, on a commencé depuis quelques années de faire un programme d'orientation qui commence plus tôt, dans la 7e et la 8e classe. Alors l'État finance beaucoup de ces projets pour permettre une orientation meilleure aux jeunes. 7e, 8e classe, qu'est-ce que c'est? Attends. Je crois que c'est 13 ans. 13 ans. Bueno, en Suiza, actividades de orientación profesional tienen lugar durante la enseñanza obligatoria a los 12, 13, 14 años. Existe, por ejemplo, como lo traduzco literalmente, un aprendizaje para olfatear. Sí. Y luego la decisión tienen que tomar a los 15, porque luego a los 16 normalmente entran en la formación profesional inicial o en una escuela de cultura general. Y como antes había comentado, también hay cursos puentes y diferentes medidas. Idem en France, l'orientation se fait à partir de la classe de 3e, mais on essaye maintenant de mettre en place des systèmes de passerelles pour qu'il y ait des retours possibles. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture, à ce qu'il y ait un continuum de possibilités. À 15 ans, c'est à peu près l'âge d'un gamin de 3e, il n'arrive pas à se projeter sur l'avenir et il ne sait absolument pas, à part sa petite semaine qu'il a eue en milieu obligatoire, en milieu professionnel obligatoire, cette petite semaine qu'il a eue, ça lui a ouvert les yeux peut-être, mais c'est pas suffisant. Donc ça ne peut pas être définitif à 15 ans, on ne peut pas décider de sa vie, on ne peut pas dire que tout est fini à 15 ans. Donc ce que l'on essaye de faire en France, c'est qu'il y ait des passerelles possibles pour des allers-retours entre le monde professionnel et le monde dit théorique. En sachant très bien, encore une fois, que ça, toutes les études le montrent, que si on arrive à trouver une voie professionnelle dans laquelle le jeune se trouve bien, qu'on trouve l'entreprise qui l'accueille, on gagne à tous les coups, à 100%, l'insertion professionnelle. Non seulement le jeune a son diplôme, mais ensuite il a un emploi. Ce que l'on voit de plus en plus, nous, en formation professionnelle, donc là je ne travaille plus avec des élèves, mais je travaille avec des adultes, des gens qui ont au-dessus de 16 ans, qui ont fini leur parcours obligatoire d'enseignement de formation initiale. En France, c'est 16 ans. On voit des gens qui, à 16 ans, étaient sans solution,
qui traînent pendant 2 ans, 3 ans, qui nous reviennent dans un stage de formation professionnelle financé par Pôle emploi, financé par le Conseil régional, financé par qui je ne sais, qui subitement ont suffisamment mûri pour trouver un emploi, pour trouver une voie professionnelle dans laquelle ils se réalisent. En 1 an, avec une rémunération, puisqu'ils sont en contrat de professionnalisation, ils obtiennent et le diplôme et l'emploi. Ils ont perdu 2-3 ans après leur parcours en formation initiale où ils n'ont rien fait. Et le miracle a lieu parce que c'est le moment. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un système qui permette de récupérer ces jeunes-là. Parce que s'il ne s'est rien passé jusqu'à 16 ans, ça ne veut pas dire que la vie est finie parce qu'il ne s'est rien passé jusqu'à 16 ans. Il peut tout à fait arriver, ils sont tout à fait capables de se réinsérer professionnellement à un moment de la vie quand ils vont savoir que c'est le moment, quand ils ont 19 ans, quand ils veulent fonder une famille. Tout à l'heure, ce que tu expliquais, ils sont très très mal dans leur peau et on a un système, nous encore une fois, de ce qu'on appelle des stages d'insertion qui leur permettent de garder un peu le pied dans le monde du travail et de la formation.